La Masterclass Global Actor for Peace est arrivée à la 8e édition. Cette année, comme thématique, on a choisi les défis du changement climatique. Une semaine très riche d'événements, de conférences. On aura le plaisir d'accueillir de vrais spécialistes sur ce type de thématiques, en commençant par des climatologues, en continuant avec des juges internationaux, avec une riche table ronde, et on va terminer avec la UN Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change, Elisa Morgera, à la fin de la semaine. Ce que je veux, c'est vous partager à nouveau l'esprit de ce que nous avons essayé de faire avec la Masterclass. La première chose, c'était de faire en sorte que le monde universitaire puisse communiquer sur sa triple mission à travers une Masterclass comme celle-ci. Enseignement, recherche, service à la société. Il s'inscrit depuis le début dans une dimension multilingue, c'est ce qui nous caractérise, multiculturelle, c'est ce qui nous caractérise aussi. On ne peut pas aborder ces sujets sans avoir des regards qui viennent du monde entier, et on peut parler des sujets identiques, mais en ayant finalement des approches complètement différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de cultiver depuis longtemps, avec cette idée du global, finalement, science, c'est à partir desquels on va essayer d'apporter des regards critiques. Et elle est aussi dans ces dimensions de la pluridisciplinarité qui caractérise non seulement la faculté, mais surtout notre université. Nous avons également la chance de recevoir, parce que c'est un événement multidisciplinaire, des psychologues en psychologie sociale, évidemment donc des juristes comme on vient de le dire, des politistes, des anthropologues du droit. Et autour de cela, nous avons également demandé à nos étudiants de l'association Printemps Solidaire d'organiser un ciné-débat autour du documentaire Avant le déluge. Je vais commenter un film et principalement la question du rôle des lobbies dans la lutte contre le dérèglement climatique, sauf que leur rôle est souvent justement de ne pas lutter contre le dérèglement climatique. Donc la formule a quelque chose d'un peu paradoxal. Chaque fois que je voulais innover, faire quelque chose de différent, on me disait que c'était pas possible. On me disait que c'était pas possible parce que ça coûtait trop cher, ou parce que ça n'avait jamais été fait, ou parce que la réglementation ne le permettait pas, ou encore pour autre chose. Et donc, j'avais titré effectivement le livre que j'ai écrit en sortant du gouvernement en 98, quelque chose comme ça, « On ne peut rien faire, Madame le ministre ». C'est-à-dire ça résumait la réponse qui m'était faite. Depuis lors, je dirais qu'il y a au moins deux de mes successeurs qui ont dit un peu la même chose. D'abord Francis Maire, qui était ministre de l'économie et des finances de Sarkozy, qui a écrit à peu près un livre pour dire la même chose. Et Nicolas Hulot, quand il a quitté le gouvernement, son discours, c'est exactement la 4e page de couverture de mon livre. C'est-à-dire qu'il a quitté le gouvernement en 2018, c'est-à-dire qu'on est 20 ans après, un peu plus, et ça n'a pas beaucoup changé. Et aujourd'hui, je suis venue présenter la thématique de l'éco-anxiété, en particulier chez les jeunes, mais de façon plus générale, qu'est-ce que l'éco-anxiété? Alors justement, j'ai montré que c'était plus un concept qu'une pathologie, parce que y a peu de... Dans la littérature, on parle rarement de troubles anxieux, à proprement parler, quand on va parler d'éco-anxiété, mais on associe ça plutôt à de l'éco-inquiétude. Et on fait un peu un amalgame entre tout ça. Si on est inquiet, on va avoir tendance à agir à son niveau individuel ou collectivement. Donc là aussi, il va falloir différencier l'action collective et l'action individuelle. Mais plutôt par ce qui va être plus efficace, ce qui va sembler souvent le plus efficace, c'est l'action collective. L'éco-anxiété, c'est plus compliqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut créer une forme de paralysie, sauf si... voilà, on est entraîné avec d'autres personnes dans des collectifs pour l'action où là on peut faire des choses. Donc cet après-midi, on a tenté d'analyser, en tout cas de réfléchir sur l'apparition, l'émergence de la notion de préjudice d'éco-anxiété. Moi, ma perspective, c'était de voir comment la jeunesse, dans les expériences de procès qui ont lieu à travers le monde, soit dans l'ordre juridique international, soit dans l'ordre juridique interne, tente de faire réparer
leurs préjudices d'anxiété, l'anxiété qu'ils ressentent face au changement climatique. C'est un sujet qui a intéressé puisqu'on a eu plusieurs questions et vu qu'on était face à un public de jeunes, on a pu leur poser la question à la fin de nos interventions et de nos débats. Et quelques-uns d'entre eux ont dit qu'ils étaient éco-inquiets, peut-être pas éco-anxieux, mais éco-inquiets, et que c'était quelque chose qui faisait partie de leur quotidien et qui pouvait être un moteur d'action en faveur de la lutte contre le changement climatique. Je pense que le droit joue un rôle et il joue un rôle croissant. Avec mon mari, Christian Huglot, nous avons depuis plusieurs décennies essayé de montrer que le droit pouvait changer des choses. Donc on l'a fait dans le transport maritime international avec les pétroliers, où ça a vraiment changé les choses. On l'a fait dans d'autres domaines, par exemple sur le climat. On a fait le premier procès climatique en France avec Grande-Synthe. On peut le faire aussi sur les sujets de santé environnementale, avec la question des pesticides et du glyphosate. Et je dirais que plus il y a d'atermoiements de la part du politique, et plus le droit et le juge ont un rôle important. C'est important pour eux, pour ces jeunes, s'ils veulent aller vers le juge, je trouve ça très bien, personnellement, et dans mon travail scientifique d'analyser tout ça. Après, est-ce que ça apaisera leur souffrance? J'en suis moins sûre. C'est pas moi à porter un jugement et à le dire, mais il est vrai que si ça rentre dans le giron de la responsabilité civile et que l'éco-anxiété devient un préjudice, le juge et le système juridique portera une image négative sur cette anxiété qui sera donc une pathologie. Et puis tout au long de la semaine, nous avons également pu admirer les œuvres d'artistes du monde entier qui ont travaillé avec Cartooning for Peace autour de ces questions environnementales. La masterclass se déroule toujours la 3e semaine de septembre autour de la Journée internationale de la paix. La 9e édition sera sur une thématique très intéressante, mais on ne va pas encore la révéler, mais on vous attend en septembre 2025.